Et si, on n'était pas les premiers? Les premiers humains? Non, pas les premiers humains, bien sûr. Mais la première civilisation industrielle sur notre planète, la Terre. Ah ouais? Cette fine idée, ça donne le vertige, non? Et c'est au cœur d'une expérience de pensée scientifique assez fascinante, l'hypothèse silurienne. Oui, le nom vient de Doctor Who pour la petite histoire. C'est ça. Mais la question scientifique derrière, elle, est très sérieuse. Absolument. Parce que ça nous pousse à nous demander, bon, si une civilisation, disons, avancée avait existé il y a des dizaines de millions d'années, est-ce qu'elle aurait laissé les traces? Des traces qu'on pourrait retrouver aujourd'hui? Exactement. C'est une question sur les limites de ce qu'on peut savoir, en fait, avec la géologie. Alors, pour explorer ça, on va regarder aujourd'hui plusieurs recherches. D'abord, un article de fond de Rainer Zimmermann. Il pose les bases physiques de la vie. Qu'est-ce que c'est, la vie, du point de vue de la physique? Fondamental. Ensuite, l'étude qui a vraiment lancé le débat, celle d'Adam Frank et Gavin Schmidt sur l'hypothèse silurienne elle-même. La fameuse hypothèse. Et puis on regardera aussi un autre angle avec Dal Hatibois et ses collègues. Eux, ils ont modélisé ce qu'il faut pour que les premières civilisations humaines, celles qu'on connaît, puissent émerger. D'accord. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de voir ce que la science nous dit sur le régime de la vie, d'abord. Puis on va sonder cette idée, un peu spéculative, d'une civilisation avant nous. Et surtout, comprendre les défis auxquels n'importe quelle civilisation doit faire face pour naître et pour durer. C'est ça, les fondamentaux, quoi. Parfait. Alors, commençons par le début, la vie. Qu'est-ce que c'est? Vu par un physicien, l'article de Zimmermann nous emmène vers l'astrobiologie. Oui, c'est la base de tout. Si on veut chercher la vie ailleurs, faut déjà savoir ce qui la caractérise ici. Et la physique, elle nous donne un cadre universel pour ça. Et l'idée clé, c'est quoi? L'idée clé, ça remonte pas mal à Schrödinger, milieu du XXe siècle. C'est que la vie, c'est un système qui arrive à faire un truc incroyable. Lutter contre le désordre général de l'univers. Ah, la fameuse entropie. La tendance de tout à se dégrader, à aller vers le chaos. Exactement ça. La vie, elle maintient, et même elle augmente, son ordre interne, sa complexité. On dirait qu'elle triche avec la deuxième loi de la thermodynamique. Mais elle ne triche pas vraiment, si. Non. Comme Schrödinger l'a montré, elle y arrive seulement en pompant de l'ordre depuis son environnement. Principalement l'énergie du soleil, pour nous. D'accord. Et en contrepartie, elle rejette encore plus de désordre autour d'elle, sous forme de chaleur. C'est un exploit local, mais qui se maintient très loin de l'équilibre thermodynamique. C'est ça le message important de Zimmermann? Oui, le message fondamental, c'est ça. La vie, ce n'est pas juste un tas de molécules compliquées. C'est de la physique en action. C'est un système qui gère l'énergie et l'information pour maintenir un état ordonné hyper improbable. Donc il ne suffit pas d'avoir les bonnes briques, les bonnes molécules, il faut aussi un flux constant d'énergie. Indispensable. C'est pour ça que les étoiles sont si importantes. Elles fournissent cette énergie pour maintenir ces petites îles d'ordre de faible entropie que nous sommes, nous, les êtres vivants. Loin, très loin de l'équilibre. Et Lee Smolin, cité par Zimmermann, il insiste là-dessus. Oui, Smolin dit que la physique doit pouvoir expliquer comment la biologie émerge. Et il va même plus loin, il décrit l'univers comme non ergodique. Non ergodique, qu'est-ce que ça veut dire, simplement? Imaginez un jeu de cartes que vous brassez. Au bout d'un moment, vous avez vu à peu près toutes les combinaisons possibles, l'état d'équilibre, quoi. D'accord. L'univers, lui, il n'est pas comme ça. Il est tellement vaste, ses possibilités sont tellement énormes que l'histoire compte vraiment. Le chemin parcouru importe. Il crée sans arrêt de la nouveauté, des structures qui n'existaient pas avant. Et la vie en fait partie. La vie est une de ces nouveautés spectaculaires. Elle est possible parce que l'univers, justement, explore sans cesse de nouvelles configurations. Il n'est pas condamné à répéter les mêmes états. Donc, l'univers permet la nouveauté, les étoiles donnent l'énergie, et la vie, c'est ce processus qui utilise cette énergie pour s'organiser et pour stocker de l'information. Information stockée symboliquement. Comme dans l'ADN. Ça, c'est le point clé de la définition de Smolin. Un système vivant, pour lui, c'est 3 choses. 1. Auto-organisé loin de l'équilibre. 2. Gouverné par un programme stocké symboliquement, comme notre ADN. Et 3. Capable de se reproduire, programme compris. C'est ce programme qui fait la différence avec une galaxie, par exemple? Exactement. Une galaxie est complexe, auto-organisée, mais elle n'a pas ce programme symbolique qui se réplique. Compris. La vie a un processus physique, dynamique, qui dépend d'un flux d'énergie, d'un code, et qui maintient un ordre local contre la tendance naturelle au désordre. C'est une bonne base pour la suite.
Tout à fait. Et si la vie est ce processus physique, alors la question de Frank et Schmitt devient logique. Est-ce que ce processus aurait pu, ici sur Terre, aboutir à une civilisation industrielle bien avant nous? Voilà, on y est, l'hypothèse silurienne. Et leur point de départ, c'est de dire « Attention, trouvez des preuves directes Genre des ruines, des fossiles d'aliens au costume 3 pièces ?» Oui, c'est quasiment impossible. C'est ça. Et c'est à cause de la géologie, tout simplement. La fossilisation, déjà, c'est super rare. Mais surtout, la surface de la Terre, elle bouge tout le temps. L'érosion, la tectonique des plaques. Ça efface tout. Ça efface presque tout sur des millions d'années. Frank et Schmitt ont fait le calcul. Même si une civilisation avait couvert 1% de la surface, c'est plus que nos villes actuelles, les chances de retrouver un objet direct après, disons, 60 millions d'années, c'est infime. Vraiment. Donc on oublie les villes enfouies sous les dinosaures. Qu'est-ce qu'on cherche alors? On cherche des empreintes indirectes, des perturbations globales, des traces laissées dans les archives de la Terre, les couches de sédiments. Comment on fait? L'idée, c'est de se demander, nous, aujourd'hui, avec notre époque, l'Anthropocène, quelles traces on va laisser aux géologues du futur, dans des millions d'années. Et ensuite, on regarde si on trouve des traces similaires dans le passé lointain. Et ça ressemblerait à quoi, notre trace, vue de loin? Probablement une couche de sédiments assez fine, mais très distincte, qui marque un changement rapide. Et dedans, on chercherait des anomalies chimiques. Des anomalies chimiques, ok. C'est-à-dire? Par exemple, des changements dans les isotopes, les saveurs chimiques des éléments, si on veut. Une chute brutale du carbone 13, ça signerait une injection massive de carbone venant de matières organiques anciennes, comme quand on brûle du charbon et du pétrole. L'effet Suez. Voilà, les isotopes de l'oxygène, eux, pourraient indiquer un changement de température rapide, un ancien thermomètre en quelque sorte. Et puis ceux de l'azote pourraient trahir, par exemple, une agriculture intensive qui chamboule les cycles naturels. Intéressant. Et à part la chimie, il y aurait d'autres indices? Oui, des changements physiques dans les sédiments eux-mêmes, plus d'érosion des continents à cause de la déforestation, de l'agriculture. Des traces d'acidification des océans. Exactement, qui dissoudraient les coquillages au fond de l'eau. Et puis bien sûr, des extinctions massives et rapides, surtout chez les grands animaux. Et enfin, le Graal, peut-être. Le Graal. Des marqueurs purement artificiels, des trucs qui ne peuvent pas exister naturellement. Comme quoi, par exemple? Des plastiques, oui. Des molécules synthétiques très stables, comme certains polluants, ou les plastiques. On trouve déjà des plastiglomérats, des roches mélangées avec du plastique fondu. Incroyable. Et surtout, des isotopes radioactifs très spécifiques, qui viennent de l'activité nucléaire, comme le plutonium-244. Il dure très longtemps, 80 millions d'années de demi-vie, mais il n'est pas produit naturellement sur Terre. En trouver, ça serait une signature quasi certaine d'une technologie avancée. D'accord. Donc on a la liste des suspects géologiques. La question clé maintenant, est-ce qu'on a déjà trouvé des couches anciennes qui ressemblent à ce portrait robot? Et c'est là que ça devient troublant. Oui, il y a des événements dans le passé qui montrent des similitudes assez frappantes avec ce qu'on attendrait de l'Anthropocène. Ah oui, lesquels? Le plus célèbre, c'est le maximum thermique du Paléocène-Éocène, le PETM, il y a 56 millions d'années. Mais il y en a eu d'autres, des événements de réchauffement rapides, souvent liés à un manque d'oxygène dans les océans, les OAE. Et on observe quoi pendant ces événements? Des choses qui nous rappellent étrangement aujourd'hui. Des baisses rapides des isotopes du carbone, Signe d'une libération massive de carbone. un réchauffement global important, une acidification des océans, des extinctions. Beaucoup de cases de notre liste sont cochées, oui. Et on fait d'où ça venait, ces événements naturels. L'hypothèse la plus probable, c'est une activité volcanique gigantesque. Des éruptions massives qui auraient en quelque sorte cuit d'énormes réserves de carbone organique dans la croûte terrestre et relâché tout ça très vite dans l'atmosphère. D'accord. Mais attendez, si des événements naturels comme ce PETM laissent des traces si similaires à ce qu'on cherche, ça rend pas la détection d'une civilisation passée hyper difficile, voire impossible? Mais c'est exactement le point central de Frank et Schmitt. C'est pour ça que leur hypothèse, c'est surtout une expérience de pensée, un what if. Ah d'accord. Oui, les similitudes existent, mais elles concernent surtout les réponses assez génériques de la planète Terre à un gros choc carbone, que ce choc soit naturel ou artificiel. Et puis il y a d'autres limites. Oui, la résolution temporelle. Ce qui nous paraît brutal dans une carotte de sédiments, ça a pu s'étaler sur des milliers d'années en réalité, bien plus long que notre révolution industrielle. Et surtout, le smoking gun, la preuve irréfutable. Les marqueurs synthétiques, les effifis, plastique, plutonium. On n'en a jamais trouvé dans ces couches anciennes. Jamais.
Donc l'hypothèse silurienne, au fond, elle ne nous dit pas qu'il y a eu des hommes lézards super avancés. Non, pas du tout. Elle nous dit plutôt que s'il y en avait eu, ce serait incroyablement difficile de le prouver aujourd'hui. C'est exactement ça. Le vrai intérêt, c'est de nous faire réfléchir aux limites de notre propre capacité de détection, ici ou même sur d'autres planètes. Et ça nous renvoie aussi à nous-mêmes, non? Oui, par effet miroir. Quelle trace, nous, on va laisser? Est-ce qu'elle sera unique ou est-ce que dans 50 millions d'années, elle ressemblera juste à une autre catastrophe naturelle? C'est une leçon d'humilité face au temps géologique. Il suggère même que des artefacts pourraient être mieux conservés ailleurs. Oui, sur la Lune ou sur Mars. Pas d'érosion, pas de tectonique des plaques. L'archéologie spatiale a de beaux jours devant elle, peut-être. Perspective fascinante. Bon, alors, après avoir exploré les fondements de la vie et la difficulté de détecter une civilisation passée, abordons une question plus terre-à-terre, mais tout aussi cruciale. Comment une civilisation, n'importe laquelle, arrive à émerger et à tenir bon? C'est là qu'intervient l'étude de Dalgo et ses collègues sur ce qu'ils appellent le paradoxe de la civilisation. Oui, ils mettent le doigt sur une tension vraiment fondamentale. Pour qu'une civilisation se développe, il lui faut quoi? Il lui faut générer un surplus économique, une forme de prospérité. Il faut produire plus que ce qu'on consomme juste pour survivre. Exactement. Pour pouvoir nourrir des artisans, des prêtres, des soldats, pour construire des temples, des greniers, des canaux, bref, pour aller au-delà de la simple survie au jour le jour. Logique. Sans cette richesse initiale, pas de complexité sociale, pas d'infrastructure. Où est le paradoxe alors? Le paradoxe, c'est que cette prospérité, elle attire la convoitise. Ce surplus devient une cible pour les voisins moins chanceux, pour les pillards, les rivaux. Ah oui. Cette menace, elle crée de l'insécurité. Et l'insécurité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décourage les investissements qui sont justement nécessaires pour créer et maintenir la prospérité. Pourquoi je construirais un grand grenier si je risque de me le faire piller demain? Ah, je vois le cercle vicieux. Prospérité, ça attire les voleurs, donc insécurité, donc on n'investit plus, donc moins de prospérité. Comment on sort de ça? Le modèle de Dalbo identifie un facteur clé pour en sortir, la capacité à se défendre. Et cette capacité, elle peut venir de deux choses. Lesquelles? Soit elle est naturelle, liée à la géographie, des montagnes, des déserts, une île, ça offre une protection gratuite, c'est la défense exogène. Soit, s'il n'y a pas cette chance géographique, il faut la construire, activement. Investir dans des murs, des armes, des soldats, ça c'est la défense endogène. Et c'est l'équilibre entre les deux qui compte, entre le potentiel pour produire et la capacité à se défendre. C'est cet équilibre subtil, oui, entre le potentiel productif d'une région et sa capacité de défense, qu'elle soit naturelle ou construite. C'est ça qui détermine si une civilisation peut émerger et surtout durer. Ils prennent des exemples historiques pour illustrer ça, comme l'Égypte ancienne peut-être. L'Égypte, c'est le cas d'école parfait selon leur modèle. D'un côté, un potentiel de production énorme grâce au Nil, l'irrigation facile. La richesse. Voilà. Et de l'autre, une défense naturelle exceptionnelle, les déserts de chaque côté, quasi infranchissables à l'époque. La sécurité gratuite. C'est ça, cette combinaison gagnante, gros potentiel productif plus grosse défense naturelle, a permis à l'Égypte d'investir son surplus dans son développement, dans sa culture, plutôt que de devoir constamment se battre pour survivre. Et à l'opposé, il y a Sumer, en Mésopotamie. Eux, ils n'avaient pas cette chance géographique. Exactement. La Mésopotamie, c'est aussi un potentiel productif immense avec le Tigre et l'Euphrate. Mais la défense naturelle, quasi nulle. Une grande plaine ouverte, très facile à envahir. Donc, très vulnérable au début. Très vulnérable, constamment sous la menace de raids. Selon le modèle, Sumer aurait pu rester coincé dans un état de conflit permanent sans jamais vraiment décoller. Mais elle est devenue un des berceaux de la civilisation? Comment elle a fait? Grâce à son énorme productivité initiale, elle a réussi à dégager assez de surplus pour pouvoir investir massivement dans sa propre défense. Ils ont construit des murs hauts. Des murailles gigantesques autour des cités-États, oui. Ils ont développé des armées permanentes, innové dans les technologies militaires. C'est vraiment l'exemple type d'une civilisation qui a dû acheter sa sécurité par des investissements très coûteux pour compenser une faiblesse géographique de départ. La leçon, c'est donc qu'il ne suffit pas d'être sur une terre riche et fertile. Il faut aussi être en sécurité, soit par chance, grâce à la géographie, soit en construisant cette sécurité soi-même. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et l'un sans l'autre, ça ne marche pas bien.
Le modèle montre même un truc un peu contre-intuitif. Ah oui? Être très très productif dans un environnement pas du tout sécurisé, ça peut être pire que d'être juste moyennement productif. Ah bon, pourquoi? Parce qu'une grande richesse qui n'est pas défendue, ça attire encore plus les prédateurs. Ça intensifie les conflits. Il faut vraiment que la capacité de défense puisse augmenter en même temps que la capacité de production. Et ce modèle, il peut aussi nous aider à comprendre pourquoi des civilisations s'effondrent parfois. Absolument. Parce que cet équilibre production-protection, il est fragile. Un choc extérieur peut le rompre. Un choc climatique, par exemple. Oui, qui réduit la production agricole. Ou un choc militaire, l'arrivée de nouvelles armes, de nouvelles tactiques, comme peut-être les peuples de la mer à la fin de l'âge du bronze, qui rend les défenses existantes obsolètes. Et là, tout peut basculer. Si la capacité à se défendre diminue ou si la menace extérieure augmente trop fortement, une civilisation peut basculer, passer de la prospérité au conflit, à la stagnation, et même à l'effondrement complet. Ça nous rappelle que la civilisation, ce n'est pas une progression linéaire garantie vers le haut. C'est un état d'équilibre qu'il faut constamment maintenir. Quelle exploration fascinante, Suez. On est parti des lois physiques fondamentales de la vie. On a flirté avec cette idée vertigineuse d'une terre industrielle avant nous, pour finir sur les défis très concrets de la survie de n'importe quelle société complexe. Oui, pour résumer, la vie, c'est un exploit thermodynamique basé sur l'énergie et l'information. Chercher une industrie passée dans les roches, c'est très compliqué. Les signatures géologiques sont ambiguës, elles ressemblent trop aux événements naturels. Et pour qu'une civilisation, n'importe laquelle, émerge et dure, Elle doit résoudre ce dilemme fondamental entre sécurité et prospérité. La géographie aide, mais souvent, il faut investir lourdement dans la défense. C'est une condition clé. alors, pour finir, une petite pensée à emporter. Frank et Schmitt notent que notre propre civilisation industrielle a décollé grâce à l'accès facile aux combustibles fossiles. Oui, cette énergie, bon marché au début. Est-ce que c'est possible que ce cadeau énergétique initial, qui a permis notre complexité, contienne aussi les germes de notre propre déstabilisation ? Ou, au minimum, qu'il brouille notre signature géologique future au point de la rendre indiscernable d'une catastrophe naturelle type PETM ? C'est une question troublante. Ou alors, pour revenir à Zimmermann et à la physique aura, peut-être que le sens même qu'on donne à notre civilisation, tout notre savoir, notre technologie, est-ce que tout ça n'est pas aussi fondamentalement éphémère que la vie elle-même, face à l'immensité des temps cosmiques et géologiques ? Ça laisse songeur, en effet. Une question d'échelle et de perspective.